Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de The Call. Il s'agit de la 18e émission de la saison 5 de The Call. Et on se retrouve avec l'équipe qui s'est installée depuis 2-3 émissions et qui commence à devenir fixe, et ce qui me déplaît pas mal. C'est-à-dire Hugo Adore, un son, et qui va nous faire une chronique aujourd'hui jeux vidéo, dans laquelle... quand même pas mal de monde, hein. C'est-à-dire qu'on lui donne la chronique jeux vidéo parce que c'est lui qui fait le jeu vidéo, mais en réalité ça va être une discussion entre Hugo, Tancred et moi. Et donc du coup il y a Tancred aussi. Bonjour. Bonjour. Tu présentes une bande. Je sais pas ce que tu présentes aujourd'hui. Non, j'ai rien préparé. D'accord. Pour une fois, et non. T'as juste ramené une bande dessinée que t'as posée sur la table, d'accord. Oui, non, mais ça c'est pour ma. C'est pour les lectures personnelles. Voilà. Okay. Mais non, mais c'est surtout pour le débat sur l'espace, quoi. Ok. Et il a joué au jeu dont on va parler. Oui, il va m'aider sur le scénario. Alors, jouer pas entièrement. Ok, donc en fait c'est moi qui vais parler. C'est ça. Ok. J'ai joué jusqu'au 2. Pas de spoil, mais on va parler de mon jeu vidéo sur le top 1 de mes jeux préférés. Qui partage la place avec beaucoup d'autres jeux qui sont top 1. Ouais, il y a un tour 5 ou 6. Voilà. Top 1. T'as plusieurs top 1. Exactement, j'ai plusieurs top 1, j'ai aussi plusieurs top 2 et plusieurs top 3. C'est bien. Oui. J'adore le concept. C'est pas une vraie hiérarchie. Exactement, c'est Oui, une on va pas hiérarchie du cœur. classer les œuvres d'art puisqu'elles sont toutes différentes. Ouais, mais en vrai, c'est galère de Elles sont toutes classer subjectives. comme ça. Mais est beau ce qui plaît universellement. Sans concept. Sans concept. Vous ferez ça l'année prochaine, vous allez voir. Ouais. Il faudrait c'est peut-être drôle. que tu nous parles du jeu en question. On en Plus parle tard, après pendant plus la tard, chronique. plus tard, plus D'accord. tard. Il y a Benjamin. qui est Bonsoir à revenu, tous. qui va pas nous parler de musique aujourd'hui, mais qui va Si il y a le temps, mais participer, sinon je participe surtout pour le débat, sur le débat pour l'espace. Il va nous apporter c'est un une sujet expertise qui me, scientifique. c'est un sujet qui me parle quand même. Ok, c'est un sujet ça qui me marche. parle. Et Akila. Bonjour qui, à tous. Bonjour. A trouvé le manga sans doute parfait pour parler de la conquête spatiale. Je sais pas si on aura le temps de le présenter, mais si on a le temps, le présenter. Pratiquement tout le monde le connaît maintenant. Oui. Et je pense que. Si Mais est-ce que j'arrive tout à le monde l'a lu? Non. Donc Ah non, c'est alors vrai ça, que c'est un est-ce peu que tu différent. confirmes que non aussi. l'avez vu. Bah, y a pas Ouais. un animé qui est. Il y a un animé qui a été fait il y a pas longtemps. Pas longtemps, mais après La série, Ouais. ou le film qui est sorti il y a pas longtemps. la série. T'as fait quoi? La série, non, je sais pas. Ah, tais-toi! Allô, comment? Oh non. Bref, la question, c'est est-ce qu'on commence par le débat ou est-ce qu'on commence par les deux chroniques? On commence par le débat. Bon bah, on part tout de suite en mode débat après un petit jingle. Donc, nous allons débattre. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand on commence un débat, c'est poser les termes du débat. Donc, on va parler de la conquête spatiale. Quelques questions se posent. Moi, j'aimerais poser quelques questions. C'est jusqu'où peut-elle aller? Jusqu'où va-t-elle aller selon vous? Pourquoi? Quel intérêt? Et surtout,
quelle fin finale, c'est-à-dire qu'allons-nous devenir après la conquête spatiale et même qu'est-ce que ça représente pour l'humanité la conquête spatiale. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit et dans quel ordre allons-nous les traiter? Je ne sais pas, c'est le Dawa. Est-ce que vous pensez que le privé est l'avenir de l'espace? Oui, question très intéressante. Est-ce que c'est encore utile d'envoyer des hommes dans l'espace? Oui, je sais pas, on peut parler de plein de problèmes comme le manque de médiatisation autour du sujet. Est-ce qu'il y a besoin de médiatiser l'espace? Est-ce qu'on découvre encore des trucs? L'univers est composé à 95% de choses qu'on ne connaît pas. Ouais, mais est-ce qu'on pourra atteindre tout ça déjà? Que pour nous connaître Kant? Non, pardon. En fait, la question c'est tellement vaste que c'est difficile de commencer. Du coup, on commence par quoi? Moi, j'aimerais bien commencer avec jusqu'où pouvons-nous supposément aller. Et un peu comment, d'un point de vue un peu plus scientifique. Ouais. Et après, aborder la question pourquoi y aller. Je pense qu'on pourra s'arrêter au stade où on arrive à installer un truc stable sur une planète, un satellite ou je sais pas quoi. Oui, parce que si on fait une station sur la Lune, par exemple. Il y a plusieurs agences comme l'ESA qui pensent vraiment sérieusement, je crois, à installer genre des bases sur Mars ou même sur la Lune. Ouais, les Chinois veulent y aller là. Les Chinois ont prévu d'y aller dans pas longtemps, mais après installer une base, je sais pas. Les Chinois c'est 2040 mars 30 je crois plutôt. 2030. Il n'y avait pas un vieux concours par Axe pour envoyer des gens sur Mars? Oui, c'est vrai, ouais. Mais est-ce que c'était vrai? Ouais, je crois que c'était ça. Il y a eu plusieurs concours pour aller dans l'espace et tout, mais c'est juste des voyages en gravité zéro autour de la Terre en général. Il y a pas trop de voyages pour aller sur la Lune, ça coûte déjà beaucoup plus cher. Il y en a pas, personne va sur la Lune encore aujourd'hui, personne n'y va encore, personne n'a plus. On n'y est pas allé depuis Apollo 17. Ouais, c'est ça, depuis 72 je crois. Ça fait longtemps. Mais c'est parce qu'on connaît déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Non. Alors après, on envoie toujours des sondes pour regarder la surface et faire des analyses sismologiques. Mais on n'a pas encore trouvé les nazis qui se cachent derrière la Lune. Les reptiles. Mais sur la Lune, on a à peu près trouvé tout ce qu'il nous fallait. De là, je pense dire qu'on connaît mieux la Lune que les fonds marins, c'est ça? Exactement, on connaît mieux la surface et les profondeurs de la Lune que les fonds marins. Il y a plus de personnes qui sont allées sur la Lune que de personnes qui sont allées au fond de la fosse des Mariannes. Mais après, c'est vrai que on va dire l'émission Apollo et tout, c'était surtout motivé par le contexte de la guerre froide et tout. Donc la première, ouais. Voilà. Ça c'est assez badant de se voir qu'à la fin de la guerre froide, plus rien quoi. Mais c'est ça, terrible. C'est surtout ça. C'est chiant quoi. C'est je vais ressortir exactement ce qui a été dit dans la vidéo de Trash qui est sortie hier et que ça m'arrange très bien parce que du coup j'ai pas encore de trucs à dire. Je l'ai pas vu. L'intérêt pour l'espace, il a chuté à la fin de la guerre froide parce que plus rien à faire. Et en ce moment, il remonte grâce à SpaceX notamment et Elon Musk qui fait n'importe quoi. C'est tellement cool ce mec en vrai. Enfin, Elon Musk, il est vivant. Ce mec est un génie. Parce qu'il a réussi à développer un projet pour aller sur Mars et envoyer des gens vraiment sur Mars avec une mission habitée sur Mars qui coûterait à peu près 100 fois moins cher que la même mission par la NASA. J'ai plus lu les chiffres, mais c'est assez fou. C'est super cher, c'est en milliards de dollars. Mais c'est 100 fois moins que la même mission par la NASA. Ouais, et il y a pas aussi cette histoire comme quoi, parce que la NASA, depuis qu'ils ont arrêté leur programme avec les navettes spatiales, demande justement à SpaceX, à Boeing... de construire pour eux des fusées pour envoyer des hommes dans l'espace. Je crois c'est la Falcon 9. Ouais. Il y a pas eu un lancement il y en a eu semaine dernière, il y a deux jours. Samedi ou vendredi, il y en a une qui est partie. Porter le premier satellite du Bangladesh d'ailleurs. Mais le premier satellite envoyé par le Bangladesh. Le Bangladesh va dans l'espace? Non, il envoie des satellites. Oui, si tu veux, d'une certaine manière. Aujourd'hui, maintenant, tu peux dire qu'il y a un satellite du Bangladesh dans l'espace. Mais il y a combien de nations déjà qui ont un truc qui leur appartient dans l'espace? Faut pas te les compter. À qui appartient l'espace déjà de base? Et tu sais que l'espace appartient à Cuba. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un traité, tu sais, qui disait que l'espace n'appartient à personne, machin. Ouais. Et Cuba, c'est les seuls à pas avoir ratifié le traité. Enfin, il y a les États-Unis aussi, mais les États-Unis ils disent rien. Ils signent rien. Mais Cuba, j'ai entendu parler que un mec un Cubain, il est arrivé, un homme politique, et il disait l'espace est à nous. Et au Cuba, il considère que l'espace est à Cuba. C'est ouf ça. D'accord. Mais c'est ouf parce que tu dis que l'espace
Genre, rien que la Terre, c'est un grain de sable, donc tu peux pas dire. Tout ça, je crois même Ça pas s'appelle la folie des grandeurs. Ouais, mais je crois qu'ils se rendent même pas compte que quand l'espace est à nous de ce qu'il dit, quoi. Après, moi, j'aimerais pas avoir un toit dans qui l'espace. pensent que C'est pour avoir un trou noir. l'espace Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Oui, voilà. Ça me rappelle, toutes mes interventions vont être liées à un film à partir de maintenant. Ça me rappelle cette scène dans Seul sur Mars qui m'avait fait beaucoup rire, où il vole un véhicule de la NASA alors qu'il est sur Mars et que donc du coup c'est considéré comme étant eau internationale et que donc du coup ça fait de lui un pirate. Et comme il prend possession de quelque chose qui est dans les eaux internationales, il le considère comme un pirate de l'espace. Exactement. Et ça c'est appelé par Bob Blonde. C'est tellement badass. C'est très drôle, mais il y a un Chilien. C'est Captain Albator version film. C'est un peu fou parce qu'il est tout seul. Ah mais si vous n'avez pas vu Seul sur Mars, regardez-le, c'est très rafraîchissant. C'est très drôle parce que ça ressemble beaucoup à Albator entre deux. Pirate de l'espace. Non, c'est mieux de lire le bouquin. Moi je vais faire lien avec manga. Le film il était pas mal. Le film est vraiment bien. Et y a pas trop d'erreurs. Je l'ai pas vu. Le bouquin il est cool pour apprendre des choses. Voilà. Le bouquin il est cool pour apprendre des choses. Ouais. Le film c'est un super divertissement intelligent quoi. Parce que c'est une adaptation, ça. Ouais, c'est une adaptation. En fait, tout le délire du bouquin qui fait que le film a super bien marché, c'est que le bouquin a été écrit avec 12 scientifiques qui ont plongé sur le truc. The Martian. Voilà. Ouais. Bref. Mais sur ce qu'on disait sur Elon Musk et Mark Zuckerberg, moi c'est une constatation que Mark j'avais fait Zuckerberg. et justement j'y viens. Ah. On a parlé que de Elon Musk, mais moi je mets toujours Mark Zuckerberg dans le palmier. C'est une constatation que j'avais fait il y a quelques temps et qui m'avait profondément attristé, c'est qu'en fait aujourd'hui ce sont les entreprises privées et les hommes qui sont à leur tête qui ont des projets de grandeur pour l'humanité et jamais plus les États. Les États ne font que régler des problèmes conjecturels au cas par cas et répondre aux demandes de civilisation, mais les hommes qui ont des projets pour l'humanité d'avancer vraiment sont des entreprises privées. C'est ceux qu'on a. Oui. C'est terriblement alarmant. Puis aussi, parce que les patrons, ils ont pas tout un pays à gérer aussi. Moi, je trouve pas ça triste. Ah oui et non. Alors Un État, enfin, quand tu viens à la tête de l'État, tu viens à la tête de l'État pour l'État. oui, Tu sauf viens que pas ça. pour conquérir des trucs. Alors que quand Oui. t'es chef d'une entreprise, je veux dire, tu t'es construit avec un objectif en tête, généralement. Genre, le mec qui a construit SpaceX, il voulait faire des trucs dans l'espace. Mais à la base, le mec, il est patron de Tesla, il a inventé eBay. Il a créé eBay. PayPal. Il a créé PayPal, il l'a vendu à eBay. Sauf que là, il y a quand même quelque chose d'assez attristant. Ça veut dire que à partir de maintenant, toutes les grandes avancées qu'on va faire dans l'histoire de l'humanité vont de base être assujetties à des intérêts économiques, alors que le principe du politique, c'est que ces avancées vont être assujetties aux besoins de la société entière, quoi. C'est-à-dire que bon, je suis pas du tout gaulliste, hein, mais l'exemple me vient en tête. Tu vois, quand De Gaulle il supervise le développement de l'énergie nucléaire pour que la France soit indépendante, ça répond à une volonté de bien commun, que la France soit indépendante économiquement et avance. Tu vois, là, ça veut dire que quand Elon Musk va envoyer des gens sur Mars, ce sera pour pouvoir faire une activité économique sur Mars et que donc du coup, ça répondra au libéralisme et capitalisme. Et désolé, moi, je suis de gauche, voilà. Non, mais je crois C'est pas qu'il bien. je On crois a dit qu'il pas de envoie politique sur exagérée. c'est SpaceX qui construit les fusées, mais c'est en fait il construit pour la NASA en fait. C'est pas la Ouais. NASA, c'est pour les entreprises privées. La NASA, elle envoie des fusées. Bon, la NASA, elle est un peu dans la merde en ce moment. Apparemment, je crois que maintenant ils ont eu un gros budget récemment. J'ai eu ça. Ils ont eu Ouais, un gros budget. budget qu'ils avaient pas eu depuis. Pourquoi ils étaient dans la merde? En gros, la NASA, comme manque ils de font plus financement. rien. Justement, mais ils étaient financés par l'État pendant la guerre froide parce qu'il fallait absolument dépasser les Russes. Et depuis, on va dire, après les plusieurs missions Apollo, ils en ont mis combien sur la Lune? Ils ont essayé d'en mettre 7. Apollo 11. À la base, ça devait jusqu'à aller à Apollo 20, je crois. Voilà, 20. Et ça s'arrêtait à Apollo 7. ils ont comme au bout de la troisième, genre à Apollo 13, Oui. tout le monde s'en battait les couilles jusqu'à que Vous ça avez parte vu en le couille. film Apollo 13? Il est Oui, très, je très l'ai bon. vu pendant Je les l'ai pas vacances. Et et même à ce niveau-là, l'État, les gens, ils en avaient plus rien à foutre. Ils étaient allés sur la Lune, c'est cool, on sait qu'on peut le faire. Ok, c'est bon, on a Et compris. puis la bim! Et la bam, Ils vont bientôt mourir. la NASA, comme ça intéresse plus les gens, ils commencent à avoir des coupes budgétaires. Mm. Et au fur et à mesure, ils commencent à avoir des grosses coupes budgétaires. Et même les scientifiques de recherche des exoplanètes, ils avaient tellement plus d'argent que dès qu'ils trouvaient une planète au fin fond, on sait pas où, qui présente un intérêt, mais on en a déjà trouvé des milliers, ils l'annonçaient dans tous les sens. Et on a trouvé une exoplanète, les gars. Alors que c'est pas grand chose. Ils essaient de choper le moindre bout de truc pour maintenir l'étincelle de on va réussir à développer des concepts. Mais de moins en moins de personnes s'intéressent à l'espace et donc ils prennent des coupes de budget dans tous les sens et ça les fout dans la merde, quoi. Ce qui fait que s'ils veulent faire une grosse mission un jour, c'est chaud, quoi. Mais d'ailleurs, sans forcément être dans l'économique, à moins que quelqu'un veuille dire un truc, pardon. Non, bon, ça va. Sans forcément être dans l'économique, moi, il y a quelque chose qui m'émeut quelque peu, c'est, tu vois,
Mon père, il a été dans le contrôle aérien pendant toute sa carrière, tu vois. Et quand il a commencé dans le contrôle aérien et dans l'aéronautique, tout ça, les avions, c'était quelque chose d'incroyable. L'idée que c'était encore quelque chose d'incroyable, parce qu'on est juste après la Seconde Guerre mondiale. L'idée que l'homme puisse voler et aller de pays en pays, ça reste encore un rêve qui n'est pas accessible d'ailleurs à toute la population, parce que ça a un certain coût, tu vois. Et au final, mon père aujourd'hui, il me dit, le voyage aéronautique, c'est devenu une banalité dont personne ne s'étonne et qui ne fait plus rêver grand monde. C'est-à-dire tu vois le nombre de gens dans un aéroport. Exactement. Si tu vas, si tu veux devenir contrôleur aérien ou pilote d'avion, aujourd'hui, c'est pour des intérêts économiques. Ce n'est plus parce que tu as la passion. Or, la conquête spatiale qui, pour notre génération, demeure encore quelque chose d'assez incroyable grâce à beaucoup d'œuvres de fiction, de films, etc. Je me dis que d'ici 2-3 générations, il est possible que ça devienne quelque chose de totalement inintéressant, soit parce que on aura avorté tout projet, soit parce que ce sera devenu d'une banalité incroyable, quoi. Bah, c'est un peu risque, puis il faut aussi ajouter les contraintes techniques et le coût. Sur la conquête spatiale, ça coûte une blinde. Ouais. Ça coûte hyper cher. Donc, si on n'est pas, il y a pas des motivations scientifiques, ou s'il y a pas, ou tout simplement économiques, ou comme il y avait la guerre froide, une idée pour se triompher sur une autre idée. Si en gros s'ils prennent pas un coup de pied au cul, ils avancent pas, quoi. Mais en fait, ce qui coûte cher, c'est pas la conquête spatiale, c'est la recherche spatiale. Comme l'aéronautique coûtait cher autrefois. C'est-à-dire que le but d'une industrie, c'est justement de réduire ses coûts pour le rendre ensuite accessible, pour qu'on trouve l'ergonomie qui fait que la conquête spatiale ne coûte plus aussi cher, tu vois. Ouais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus l'envie de faire cet investissement. Donc la conquête spatiale restera toujours chère. Il y a aussi beaucoup de trucs qu'on fait reculer et qui ont désintéressé les gens, c'est fail. Oui. Il y a beaucoup de fails. Tu prends Challenger, tu prends Columbia, ou même Hubble. Je connais pas, moi. Le satellite. C'est un satellite télescope. Un télescope, en gros, qui est dans l'espace, en orbite. Ouais. En gros, toutes les photos de l'espace, les nébuleuses et tout, c'est quasiment lui qui l'a fait. D'accord. Quasiment que Hubble. Et le projet, c'était, quand t'es au sol, t'as la pollution de la lumière et l'atmosphère, ça fait que tu vois pas bien les étoiles. Du coup, la question, c'est, t'as pas d'atmosphère si t'es au-dessus de l'atmosphère. Voilà. Du coup, ils ont dit, on va mettre le satellite en orbite. Donc, ils prennent une navette, ils posent le satellite, ils l'envoient. Et, ça devait être, les travaux pour créer le satellite étaient hyper précis. Je crois que ça leur a coûté la bagatelle de 7 milliards de dollars, tu vois, le machin. Et les miroirs, c'était un télescope à base de miroirs, réfraction, je vous explique pas. Et le miroir présentait un minuscule défaut. C'est un miroir principal. Et toutes les photos étaient floues. Merde. Toutes les photos étaient floues. Une des photos à 7 milliards de dollars. Du coup, ils s'annoncent dans les journaux se foutent de leur gueule. Et les gars, là, pendant je crois, facilement 10 ans, le satellite, personne s'en occupe parce qu'ils avaient prévu déjà l'émission, ils prévoient l'émission 10 ans en avance. Ils se sont dit, bon, on va envoyer des gens là pour monter le réparer. Ils montent. Et là, les mecs, ils sont super intelligents. Ils prennent un nouveau miroir avec le défaut inversé pour compenser la première. Et toutes les photos sont nettes. Bref. Ouais. Et les mecs en chient pour le remplacer. Ouais. Et là, on peut avoir des photos propres. D'accord. Mais je crois que c'était des dizaines d'heures de sortie dans l'espace pour vraiment le retaper. Puis, à un moment, je crois que t'avais aussi un boulon qui voulait pas se dévisser. Ils ont en chié pour ça aussi. Enfin, c'était plein de missions. Même sans pour gravité, au final, les boulons arrivent à nous faire chier. Ouais. Non, mais moi, c'est ma plus grande phobie, les boulons. Hein. Les mecs sont là. Surtout que dans l'espace, t'as fait un entraînement de fou furieux pour être un des seuls hommes qui arrive dans l'espace. Et t'arrives dans ta mission, t'en chies pour dévisser le boulon. Mais surtout, après, tu dis, un boulon dans l'espace, ça peut être hyper dangereux en vrai. Oui. Plombier de l'espace. C'est là, et la solution qu'ils ont choisie, c'était plutôt que le boulon se divisait pas. Ouais. Et sauf qu'il y en avait une centaine, juste pour une petite plaque comme ça. Je vais pas faire des gestes, c'est con. Et le boulon sortait pas. Donc là, gros débat avec Houston. Ça fait déjà 8 heures que les mecs ont la tête dehors et ils en peuvent plus. Solution, il y avait 2 poignées sur la plaque pour la tenir. Solution, tu arraches la porte. Et les mecs ont tiré comme des gros bourrins sur la porte. Sauf que là, le gros risque, c'est drôle qu'ils fassent du système D dans l'espace. C'est tout à fait ça. Là, t'es un peu dans l'espace, t'es retenu par un câble, mais ta poignée, tu l'enlèves, à un moment, elle est tranchante, elle perce une combinaison, puis toi, t'es mort. Et les mecs, ils ont dit, bah écoute, on a fait des tests au sol, tout va bien, arrache la porte. Là, faut avoir conscience, ceux qui sont à terre. Et le mec a arraché la porte, ils ont remplacé le truc, tout va bien. Mais encore, mais puis là, mais là, du coup, Hubble, il est pas du coup en train de se détériorer. Je sais plus s'ils font encore des photos avec. Mais c'est pas Hubble qu'ils ont décidé de laisser partir. Alors aujourd'hui, ce qu'il veut parce que ils avaient plus rien d'intéressant à lui faire et que ça coûtait trop d'argent à faire revenir. Alors il y a de ça.
Oui, aujourd'hui, il est obsolète, le satellite, il est dépassé. Et ils ont prévu d'en faire un autre. Alors cette fois-ci, je sais pas pourquoi ils ont prévu de l'envoyer en orbite ou ils le laissent au sol, le James Webb. Je sais plus. Je sais pas. Un nouveau télescope high-tech qui défonce tout, quoi. Mais si on peut faire un moment une parenthèse sur l'étude de l'espace, plutôt parce que la conquête spatiale, c'est bien, mais si on parle des limites... Fais donc. On peut parler des limites. Mais fais donc. Moi après faire en couille. Moi je suis chaud là. Mais je suis chaud les gars, moi j'ai des trucs à vous dire. Charles de Gaulle, oui, l'espace. Le principal problème aujourd'hui de la conquête spatiale, c'est que même déjà pour envoyer un vol habité sur Mars, c'est autour de 4 ans. On voit ça sur Mars, c'est vraiment réaliste. Le temps de construire une station, un truc de monter dedans et de partir vers Mars, le voyage dure 4 ans. C'est déjà 3 jours pour la Lune là. 4 ans. Juste aller ou aller-retour? À l'aller. Allez. C'est chaud. Moi, ça me donne grave envie. Quand ils ont envoyé, Cassini, une sonde pour observer Saturne, elle a mis plusieurs années pour y aller. Je crois une bonne dizaine d'années, voire plus. Et même ils en ont envoyé une autre, c'est Voyager 1. Bah oui. Elle est en dehors de la galaxie. La fameuse. Oh, attends. Le système solaire. Oui. En gros, oui, ça me semblait bizarre. C'est déjà loin. Non, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas vraiment sortir de la galaxie. En gros, Voyager 1, vous voyez tout ce que c'est ou pas? Oui. Bon, pour ceux qui verraient pas, c'est un satellite. Que les gens le construisent et ont mis. Les humains l'ont fait. Oui, monsieur. Ce n'est pas les reptiliens. Ils s'arrêteront donc jamais. Ils ont mis dedans plein d'attributs d'humanité. Par exemple, ils ont mis des chansons. Je crois qu'ils ont mis. Ah, c'est celui-là où il y a la plaque trop chelou. La fameuse plaque. Oui. Je sais pas si vous avez vu l'analyse d'Alexandre Astier. Bah oui. Où il dit que dessus il y a des plaques, il y a des trucs très scientifiques. Tu vois un humain, tu vois un homme et une femme nus pour présenter un peu l'anatomie de l'humain. Et ensuite des découvertes scientifiques. Je crois qu'à un moment il parle de spin d'électrons. Et Alexandre Astier nous dit, mais je veux dire, quand tu prends un humain lambda, même un grand scientifique qui regarde cette plaque, il ne peut pas comprendre. Alors comment tu veux qu'un alien de l'autre côté de la galaxie bite un truc de la plaque? Ils ont mis aussi de la musique, je crois qu'ils ont mis Johnny B. Good. Ouais, ils ont mis plein de morceaux. Ils ont mis Johnny B. Good et plein d'autres trucs. Les aliens, ils entendent pas les mêmes ondes que nous. Et ils l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé dans l'espace, histoire que si jamais quelqu'un a l'idée de tomber dessus. On sait jamais. Et elle est sortie du système solaire. C'est-à-dire qu'elle a dépassé l'orbite de Pluton. Ce qui est déjà pas mal. Et elle est partie il y a 30 ans, je crois. Il y avait pas aussi, il y a Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 2 aussi, je crois qu'elle est partie de l'autre. Je sais pas où elle est partie. Dans l'autre sens. Bah, pourquoi pas, non, c'est pareil, parce que je crois qu'il y en a un qui a fait un détour pour Saturne, pour étudier un peu les lunes, et puis après il est parti. Ouais. Ça, c'était ouais. Mais le problème, c'est qu'il a mis 30 ans pour sortir du système solaire, c'est-à-dire dépasser l'orbite de Pluton. Et ça pesait que quelques kilos. Du coup, si on prévoit vol habité, station et tout, c'est plusieurs tonnes. Centaines de tonnes. Et elle part à la vitesse de un peu moins de 20 000 km/h. C'est-à-dire, en gros, la distance qu'elle a fait depuis qu'elle est partie, ça équivaut à 2000 heures en avion de ligne. 2000 ans dans un avion de ligne. Oui, parce que 2000 heures, j'étais en mode c'est ça va, impressionnant finalement. En fait, ça va, c'est simple. Ah ben voilà. Mais alors pourquoi pas de la galaxie? Et pourquoi pas la galaxie? En gros, tu vois, tu reprends le système solaire. C'est con de pas pouvoir parler de pas avoir d'image. Ouais. Le système solaire, des images, tu prends Pluton. Au-dessus, autour du système solaire encore, il y a une planète avec une orbite très aplatie, c'est-à-dire qu'elle passe très proche du système solaire et quand elle repart, elle part très loin. J'ai plus son putain de nom. Et celle-là, elle est vraiment très loin. J'ai plus les chiffres. Encore autour, mais genre vraiment autour, à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et encore, c'est tout petit ça. C'est plus grand, je dis n'importe quoi. On a le nuage d'Oort, c'est un nuage de poussière qui a une amplitude qui est vraiment qui est super. J'ai encore plus les chiffres, ça me casse les couilles. Et là, c'est à peu près la limite de la force d'attraction du soleil. Sauf que là, ça c'est un point. Ça c'est un putain de point dans la galaxie. Tu vois, on est au fond d'une aile bizarre. La galaxie, elle fait plusieurs de centaines d'années-lumière, centaines de milliers d'années-lumière de diamètre. Oui. Pour ceux qui verraient pas une année-lumière,
C'est pas une mesure de temps, c'est une mesure de distance. C'est ça, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Donc si je vous parle de 100 000 années-lumière, c'est beaucoup. Ça veut dire que même si on va le plus rapidement possible, il faut 100 ans pour le Voyager 1 sortira de la galaxie dans des millions d'années. Peut-on pas dépasser la vitesse de la lumière parce que Einstein est passé par là. Vois-tu, non. Parce que là, je n'ai pas les théories de la relativité générale en tête, mais en gros, si tu les suis, la seule particule sur Terre, c'est la seule chose qui peut aller à la vitesse de la lumière, c'est une particule qui a une masse nulle. Oui. Une masse de 0 gramme, vraiment 0 gramme. Et la seule particule qui a une masse de 0 gramme, c'est le photon, qui est une particule de lumière. C'est pour ça que moi j'investirais plus dans la téléportation que dans le voyage spatial. Ouais, genre, problème. Les trous verts, comme dans tu passes en Wi-Fi. Ah Wi-Fi. Et tu te rematérialises à l'autre bouche. Pour moi, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors comme dans Interstellar, le fameux trou de verre. Le trou de verre. Alors. Ouais, mais bon, qui aurait les couilles de dire on va rentrer dans ce trou noir? Honnêtement, c'est Einstein qui l'a théorisé avec, encore une fois, ces fameuses théories de la relativité générale. Mais le trou de verre de Interstellar, c'est de la pure science-fiction. Oui. Parce qu'en gros, dans l'idée, c'est que tu prends un trou noir un objet d'un volume qui tend vers 0 et d'une masse et d'une densité qui tend vers l'infini. La masse, ça dépend. Il a une masse précise. Il a une masse X. Là, t'as ton bug dans la matrice. Et là, t'as le bug dans la matrice. On appelle ça c'est pour ça qu'on appelle ça une singularité. Ouais. N'importe quoi en physique. On appelle une singularité un objet dont les propriétés tendent vers l'infini. Et quand il y a en mathématiques, je pense que vous voyez de quoi je parle, quand il y a un truc qui tend vers l'infini, on n'aime pas ça. Du coup, on dit il y a un bug, on ne peut pas comprendre, donc on va appeler ça une singularité, on va poser ça là, puis on verra plus tard. Et comme il y a avec les théories de la gravité influe sur le temps, comme on voit dans Interstellar quand il se rapproche de la planète océan, océan. Et la gravité étant plus forte, étant donné qu'il se rapproche du trou noir, le temps passe plus vite. Pour eux, une heure pour eux sur la planète équivaut à 20 ans plus loin. 20 ans plus dans une orbite plus haute. Et c'est tout le concept du trou noir. C'est que si en fait, l'espace et le temps ne sont qu'une seule chose. Enfin, ils sont liés. C'est-à-dire que tu manipules l'espace, tu manipules le temps. Oui. Mm-hmm. C'est pour ça que la gravité a un incident sur le temps, je crois. C'est pour ça. Oui. Ouais. D'ailleurs, on a remarqué ça. Ça, c'est. Ce qui est assez ouf comme fait en soi, de se dire que la vitesse aussi a un effet sur le temps et la gravité. Donc, tu prends un satellite, les satellites météo, un satellite GPS qui est en orbite. Techniquement, il est plus loin que toi du centre de la Terre. Ouais. Il est plus loin que toi. Et or, la force qu'exerce la Terre sur le satellite dépend de cette distance. Donc, il reçoit une force moins grande. Oui. Donc, techniquement, le temps passe moins vite pour lui. Ce qui fait que son horloge interne se décale. Le secret de la jeunesse éternelle. Ouais, mais en vrai. Mais non, parce qu'en fait, pour toi, le temps, pour toi, tu vis quand même que 100 ans. Mais c'est l'univers autour de toi, en fait, qui va s'accélérer. C'est de quelques millisecondes. Ah oui, parce que du coup, non. Ah oui, parce que ceux qui sont dans les astronautes qui sont dans l'ISS, alors après, t'as la vitesse qui rentre en compte. Mais sinon, oui, du trou noir. Oui, mais c'est une expérience de pensée terrifiante. C'est que si tu tombes dans un trou noir, étant donné que le temps se ralentit à l'infini pour toi, tu vas constater de tes propres yeux la fin de l'univers. Parce que l'univers va accélérer, enfin, l'univers va paraître t'accélérer jusqu'à ce que l'univers s'éteigne sur toi, en fait. C'est-à-dire que si là, il y a quelqu'un dans un trou noir, il est en mode arrêté. Exactement. Alors pour lui, il a vu une demi-seconde de toute ta vie. Pour lui, il verra rien. Enfin, s'il regarde tout droit vers le trou noir, il se verra tomber à la vitesse normale. Pour lui, il y aura aucune différence. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, pour quelqu'un de l'extérieur, il y a un truc là, la même chose qui est vachement drôle. Tu peux, si t'es à l'extérieur et que tu regardes ton pote tomber dans le trou noir, tu ne le verras jamais disparaître. C'est ça. Tu ne le verras jamais disparaître. Pour un truc très précis, en fait, on voit le trou noir. On imagine souvent une grosse sphère noire. Ça, c'est l'horizon des événements. C'est la distance. Je vous disais que la force dépendait de la distance, à partir de laquelle la vitesse pour pouvoir sortir du trou noir est plus grande que la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire que la lumière elle-même ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on voit rien. C'est tout noir. Mais, techniquement, plus tu te rapproches de cette distance, moins la lumière qui s'en échappe est rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu regardes ton pote tomber, la lumière qui te parvient de lui vient de plus en plus lentement.
jusqu'à avoir une vitesse infiniment petite. Ce qui fait que tu vas regarder tomber ton pote à l'infini. Et tu ne le verras jamais passer l'horizon des événements. Et ce qui doit être un traumatisme. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on imagine que c'est le gros Dawa. Les forces du chaos sont dedans. Les nazis. C'était caché là, Jésus Oméga. Je peux vous raconter une petite anecdote à moitié d'enfance. Quand j'étais petit, je regardais Stargate. Et comme une série de science-fiction. Et il y a un épisode de Stargate. Dans Stargate, ils voyagent à travers des portes. Voilà. Il y a un épisode de Stargate où en fait la porte s'ouvre sur un trou noir. Et donc du coup le trou noir, ils n'arrivent pas à refermer la porte et le trou noir commence à se répandre dans leur base. Et je sais plus, genre la solution qu'ils trouvent, c'est qu'ils doivent balancer une bombe nucléaire dedans pour que le trou noir se referme sur lui-même. C'est vachement scientifique. Et genre très américain. Il dit faut que t'ailles me chercher une bombe nucléaire. Le mec sort de la base et revient au bout de 5 minutes avec la bombe nucléaire. Et la meuf lui fait mais t'as été vachement rapide. Il fait bah ça m'a pris 2 ans. Mais parce qu'en fait du coup avec la relativité du trou noir, il est parti que 5 minutes. Et toi t'as halluciné devant ton écran et tu t'es dit j'étais trop cool. Et je me suis dit que j'irais pas en S. À partir de ce moment. Et pour moi j'ai une anecdote rigolote à propos des bombes nucléaires. Vas-y. Pas si ça. J'avais vu une image sur Twitter qui semblait assez véridique. Je saurais pas dire si c'est vraiment la vérité véritable, mais ça avait une gueule de truc véridique où ça montrait les plus grandes puissances nucléaires. Alors t'avais les États-Unis qui avaient une centaine de bombes, machin. La France qu'on avait 5 ou 2, je sais plus, un truc dans le genre. Ils en ont beaucoup. Et à la toute fin, t'avais avec 2 bombes nucléaires, t'avais juste écrit Jeff. C'est-à-dire qu'il y a un mec quelque part qui s'appelle Jeff et qui contient 2 bombes nucléaires. Et je sais pas si c'est vrai, mais ça me ferait beaucoup rire quand même. J'espère que c'est vrai. Imaginez, il y a les mecs, ça fait des années qu'ils s'engueulent à propos de l'Iran et de la Corée du Nord. Mec, on veut pas que je dise et là t'as Jeff qui se pète des barres de côté. Moi j'aimerais pas que c'est dans son garage à côté de sa vieille voiture. Après, si le mec, imagine Jeff existe vraiment, il veut vendre ses bombes nucléaires. Il les vend à l'Iran. Le mec devient milliardaire. Ouais. Théoriquement. Et potentiellement l'homme le plus dangereux de la planète. Les États-Unis rachètent les bombes pour qu'Iran les ait pas. Exactement. Et là, sinon, il y a les Américains, à mon avis, ils envoient des tanks. Corée du Nord, pardon. Oui. Ils envoient des tanks, ils prennent des bombes. Assassiné par la CIA. Mais de toute façon, si on tire sur une bombe nucléaire. Non, mais ils savent ce qu'ils font, les Américains. Ils sont pas cons, les Américains. Des morses là. C'est sûr qu'ils savent. C'est sûr que Trump là, il s'esquive. On est en train de s'écarter dans le sujet. Oui. Revenons à nos trous noirs. Tu continues l'étude à l'espace. J'ai encore plein de trucs à vous dire sur les trous noirs et le temps justement, la distorsion du temps. Mais comme ça à la radio sans image pour illustrer, c'est pas. Là, c'est bon, y a pas besoin d'illustrer. Pour histoire qu'on puisse débattre avec ce que tu dis. Des trucs qu'on sait nous aussi. Je peux pas dire non, tu as faux, la théorie de la relativité générale d'Einstein est fausse. Oh bah, on parle la Terre est plate. Mais pour tirer sur des éléphants. Oh non. Pour pouvoir débattre, ce n'est ni mon avis ni pas mon avis. Ne pensez-vous pas que c'est une grande irresponsabilité de prétendre à la conquête spatiale, vu l'état actuel de notre planète? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à s'occuper de notre planète avant d'aller s'occuper de celles qui ne sont pas les nôtres? Mais est-ce que notre planète n'est pas déjà foutue? C'est Autre ça. question. Alors, moi je ne pense pas que notre planète est foutue. Je pense que on va avoir des dégâts irréversibles. Les quelques études scientifiques, je suis pas en S, mais les quelques études scientifiques que j'ai lues sur le sujet tendent à montrer qu'il y aura de nombreux dégâts irréversibles et que les modes de vie vont changer. Pas volontairement, mais parce que l'environnement va changer. Par contre, la planète n'est pas foutue. Et que ce soit d'un point de vue alimentaire, on a encore de quoi nourrir toute l'humanité dans de bonnes conditions pendant un grand nombre d'années si on répartit les choses beaucoup plus efficacement. Ouais. L'eau n'est pas foutue. Y a de la place encore pour tout le monde. Je veux dire, on s'agglutine tous dans des villes immenses, mais il y a encore de grandes zones de l'humanité qui sont pas vierges parce que la main humaine a été posée partout, mais qui sont encore habitables, quoi. Tu penses quoi comme zone? Je sais pas, genre. La Sibérie. Regarde, quand tu regardes les densités de population dans certains territoires chinois, tu vois. Ouais. On a vu ça en histoire géo. Et il y a des zones qui sont complètement laissées à l'abandon où t'as 2 habitants par kilomètre carré, tu vois. Parce que c'est des zones qui sont pas forcément habitables. Non, c'est des zones où il y a aucune activité économique. Mais par contre, c'est des zones qui sont habitables. Mais
Moi, je pense que... Alors, désolé, t'en crées juste au bout. À propos de, donc, de ce que tu disais, comme quoi l'humanité peut encore vivre, moi, je suis un peu contre, surtout pour plusieurs idées. Bah, déjà, de base, je dis bientôt, mais c'est pas bientôt, mais déjà, il y a le soleil qui nous menace beaucoup, on va dire. Ouais, mais ça, c'est dans vraiment très longtemps. Juste, c'est vrai. Dans 4,5 milliards d'années. Oui. Merde, personne m'a prévenu. Il y a le temps, je sais pas. On a encore un peu de temps, c'est vrai, mais de toute façon, il y a les périodes glaciaires qui peuvent à tout moment revenir. Surtout qu'il y a pas mal de théories comme quoi. Mais on peut pas se baser sur un aléa. Et ça, tu peux le prévoir. On peut le prévoir, mais pour l'instant, il n'y a aucune étude qui est faite dessus, alors que il faudrait peut-être un moment. Je pense là-dessus, mais par réchauffement climatique. Après, mais c'est vrai que je crois pas trop, genre où on pourra faire avec des exoplanètes, on pourra habiter. Pense pas trop à l'étoile de la mort, c'est pas une bonne idée. Je sais pas, on pourra genre coloniser une planète, on pourra y habiter à l'année et tout, enfin comme dans Star Wars et autres. Ça, honnêtement, j'y crois pas trop, mais après, je veux dire, l'intérêt justement de la conquête spatiale, c'est qu'on a dit, c'est que parce que d'abord, il y a tous les problèmes liés à l'environnement écologique, mais tous les problèmes liés aux problèmes humains, les guerres, les conflits et tout, et les rivalités, alors que justement, la conquête spatiale, dans un monde idéaliste, je sais pas, pour être un moyen un peu de rassembler un peu toutes les connaissances scientifiques et un peu de souder autour de ça autour d'un projet. Comme il y a il y a l'ISS, mais je sais pas, on peut aller plus loin. Mais après servir de l'espace comme une nouvelle base avec tout ce qu'on connaît déjà. Ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que ça peut pas être très prétentieux de vouloir partir très loin, alors qu'ici, c'est déjà bien le bordel. Mais après, c'est aussi, je sais pas, ça fait rêver. C'est aussi un peu dans la nature de l'homme de vouloir découvrir ce qu'il y a au-delà. Puis après, oui, il y a un grand nombre de questions. Alors, ces questions, on va pas forcément y répondre en allant dans l'espace. Mais la question du pourquoi. Déjà de tout temps, l'homme a été un explorateur. L'homme a toujours voulu marcher partout. Aller vers là où il connaissait pas. Il marche partout, il est content. C'est pour ça que dès qu'on a vu la Lune, les gens ont tout de suite voulu marcher dessus. Les gens ont tout de suite voulu savoir ce que c'était. Et le meilleur moyen de savoir ce que c'est quelque chose, c'est d'y aller. Même chose pour Mars. Et tout de suite, on a envoyé des sondes. Après, c'est sûr que quand, pour revenir sur ce que tu disais, partir alors que s'occuper de l'espace alors que c'est la merde ici, c'est un argument qu'on voit beaucoup, c'est le fameux pourquoi exporter les problèmes qu'on a, et ça sert à rien d'exporter les problèmes qu'on a ici dans l'espace. C'est pour ça, on imagine. En même temps, on est la seule espèce évoluée de l'univers dans un diamètre, enfin dans une zone relativement quand même énorme. Donc on nique 2 planètes à la limite. Attends. Mais dis-toi que ils nous ont rien fait, mais en même temps, c'est un gros morceau de caillou. Mais dis-toi que la Terre où on est, ça réunit d'un nombre de conditions. Ouais, elle est très très singulière. Incroyable. Dis-toi que c'est vraiment genre, c'est un grain de sable dans l'univers, mais c'est un grain de sable bien particulier. S'il y a un moyen il faut en trouver une autre, et que j'ai mis, je pense que ça serait très loin pour déjà envoyer une sonde, ne serait-ce qu'une sonde, un engin de quelques kilos là-bas. Ce serait déjà bien galère. Imagine des hommes, imagine des maisons. Ouais, mais si on crée par exemple le moyen de refaire, par exemple, on va sur la Lune et on trouve un moyen d'y mettre une atmosphère, une température comme il faut, de l'eau liquide, machin. Ce serait plus simple sur Mars, mais sur la Lune, vous voyez le délire. Si on le fait, on aura niqué 2 planètes, mais dans l'idée de partir et de s'installer autre part, sur une autre planète habitable, la plus proche. Pour l'instant, je sais plus si c'est confirmé qu'elle est vraiment habitable, c'est Proxima B, qui se trouve à côté de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire. Sauf que rien que celle-là, elle est à 4 années-lumière et demie. C'est pas trop. Oui, mais c'est pour ça que je disais de transformer une planète qu'on a déjà en un truc habitable. Justement, il y a, regardez, il y a une chaîne, justement, qui avait... Il y a une chaîne YouTube, le Sense of Wonder. Allez regarder, c'est vachement cool. Ils font plein de vulgarisations sur l'espace. Le mec a fait une thèse sur les trous noirs. Et, ils ont fait une petite série je raconte un voyage vers Proxima B. Et il raconte justement l'histoire des voyages interstellaires avec toutes les technologies possibles pour accélérer et aller à s'approcher d'un bon pourcentage de la vitesse de la lumière. Bref. Et le problème, c'est qu'elle est à 4,5 d'années-lumière justement.
Et y aller avec les moyens actuels, c'est impossible. Enfin, on ne peut pas y aller. Voilà, mais après Attends, je suis pas d'accord justement pour ça, parce que il y a quelques années, il y a eu un projet qui a été lancé. Alors pour l'instant, je sais pas ce qu'il en est devenu. J'ai pas trop cherché, j'avoue, j'aurais dû. En gros, c'était les fusées au départ. L'idée, c'était de pouvoir mettre une grosse force au départ pour pouvoir décoller et sortir de l'atmosphère. Mais qu'est-ce qui se passe si on construit une fusée directement dans l'espace, sans avoir toute la poussée de l'atmosphère, etc. Mais avoir la même quantité de carburant et pouvoir essayer de la réutiliser, mais en continu, pour pouvoir il ira juste plus vite, mais pour construire ta fusée dans l'espace, il faut en envoyer plein des dans modules. l'espace. Donc, il faut construire d'autres fusées. Pour construire un projet qui fusées. coûte beaucoup plus cher, évidemment. Et je pense c'est faisable. Mais ce serait une bête idée, quoi. de mec en Donc, premier on peut S, pas dire que c'est impossible. ça ira plus vite, mais toujours pas à la vitesse de la lumière. On sera toujours beaucoup trop Oui, loin. mais au moins, on aura pourra plus de déjà carb. y aller, de base. Ce sera déjà ça. On pourra y aller, Ça mais va il y peut-être a durer plein très de... longtemps, Mais mais il y a Si aussi... on passe on va passer de 4 000 milliards d'années à 3,900 milliards d'années. Ça vaut C'est pas ça. le coup. C'est vrai que ça vaut pas le Parce que coup. bon, Mais si entre la vitesse des fusées et la vitesse lumière, il y a un petit écart, quoi. Oui. tout petit écart. Hein. Mais si on arrive à trouver un moyen, par exemple, je sais pas, la cryogénisation ou quelque chose comme ça, et qu'on arrive, par Ça exemple. existe déjà, hein. Hein Ça existe déjà, la cryogénisation. Ouais, mais est-ce Oui, que non, ça mais marche pouvoir pendant plus essayer. de 4 000 milliards d'années? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, ou, Franchement, au bout d'un Il y a moment, je un pense que ton bouquin. dos a dû être un peu dégueu. Bouquin là-dessus, il s'appelle comment lui les fourmis, c'est qui a écrit les fourmis? Weber, non? C'est Weber, sauf que c'est pas ce Weber-là. Voilà. Weber. Voilà, Weber. Qu'on appelle- Weber, c'est un sociologue. Qu'on appelle Weber aussi, je crois, dans le milieu. Ouais. Il a écrit, en plus d'avoir écrit les fourmis, il a écrit Thanatos. Le papillon des étoiles. Ou alors c'est Asimov. Ça sonne plus Weber que... C'est Weber. Le papillon des étoiles. Qu'est-ce que c'est que le papillon des étoiles? C'est Une espèce très rare un de papillon. scientifique qui trouve un moyen de créer un vaisseau qui peut s'approcher d'un bon pourcentage de la vitesse de la lumière pour aller justement vers Proxima B, parce que ses pronostics actuels, c'est que l'humanité va partir complètement en couille d'ici quelques années. Et donc, il fait un sondage, il recrute des gens, il construit un vaisseau, une station de 30 km de long, en fait, l'idée, c'est qu'elle a un peu la forme d'une longue vue. En fait, il la lance dépliée au sol, il décolle, et dans l'espace, il tire comme la longue vue, il déplie le vaisseau dans l'espace, et il a une forme tubulaire qui tourne sur lui-même. Du coup, ça Et fait grâce gravité. à la force Oui. centrifuge, tu recrées une gravité artificielle. Pas bête. Et dans ce C'est vaisseau, le moyen, hein. c'est là que c'est génial et que c'est vraiment cool. Il y a, il recrée une atmosphère déjà, et surtout des conditions de vie, c'est-à-dire qu'ils plantent des champs, ils plantent des maisons. Il y a tout ça en bordel au début, et du coup tu les vois installer une ville dans un tube de 30 km de long, avec un espèce de soleil synthétique de synthèse au milieu. Et pour avancer, ils utilisent des technologies, c'est monstrueux. C'est des voiles Soleil. de plusieurs kilomètres de surface d'un matériau qui s'appelle le mylar, qui, en gros, au lieu d'utiliser par exemple le vent comme une voile habituelle, va utiliser les photons. Ouais, Et en gros, les vents solaires, un quoi. photon un vent solaire, la lumière va ça. rebondir dessus. Et comme il arrive avec une vitesse, le mylar va absorber la force, Et- même si le photon a une masse nulle et que c'est un peu Oui, bon, compliqué. bref. Et ça fait avancer. Sauf que techniquement, comme il ne dépense aucune énergie pour avancer, Il peut avancer toute. il peut accélérer beaucoup. Ouais, mais comment il s'arrête à la toute fin? Bah, Comment il s'arrête? faut- Oh, bah tu tu reprends repris et les tu mets voiles. un coup de patin. Si tu mets des boosters à l'avant, tu peux le faire ralentir. Mais bon. Si Bah, on après, se crache dans Proxima B, on a quand même Mais c'est vrai que c'est pas, c'est vrai que c'est Yes. pas inintéressant. ça. On a essayé. Mais c'est vrai que c'est pas inintéressant ce voile solaire. Mais après, mais faudrait. C'est- Mais c'est après la science-fiction, hein. Ouais, mais si on pour- se fait attaquer c'est vrai par que des pour les dimensions du vaisseau, On va faudrait y quand aller même quoi avec la K-47? putain de grosse c'est voile un quand même petit pour bonne Elles font plusieurs kilomètres de diamètre. voir plusieurs millions. Et- je pense, hein. Le principal intérêt de ce bouquin, c'est que c'est vraiment une grosse, enfin, pas expérience sociale, mais il y a plein de réflexions sociales. C'est qu'au début, ils sont 100. Un Je dis, porteur en ils sont forêt, 100 il arrive, hein. et le voyage a prévu de durer un bon millier d'années. Et tout au long, tu vois l'évolution sociale des différentes générations de voyageurs dans Ouais. le vaisseau. Si vous voulez le lire, Moi, j'ai Bah, envie ça de le me lire. j'ai envie de le lire. Maintenant, j'ai envie de le lire, ouais. Je dis rien de Je plus. commence à le lire ce soir même. Je dis rien de plus. Je peux te l'amener demain si tu veux. C'était sur l'idée aussi d'exporter ses problèmes. Oui. Tu...
Je voulais dire que la conquête spatiale, c'était donner un idéal commun. Et cet idéal commun, il repose aussi sur le fait que du coup, ailleurs, on pourrait avoir les ressources qui nous manquent sur Terre. Donc la place, l'alimentation, le pétrole, tout ça. Sauf que en fait, bah non. Ce qui est inquiétant, c'est surtout, encore aurions-nous ces ressources autre part, le surplus de ressources n'a jamais empêché la guerre en fait. C'est-à-dire que toute guerre pour moi est économique. Moi je crois pas aux guerres religieuses, idéologiques, tout ça. Pour moi, toute guerre est avant tout économique. L'argent est au-dessus de tout. Mais le surplus de ressources n'empêche pas la guerre. Ça va? Non, mais c'est pas tant genre les ressources, mais juste un idéal, quoi, un objectif à atteindre. Et bah là-dessus, oui, voilà, mais c'est très idéaliste. C'est ça le problème. Là-dessus, il y avait une conférence de Idriss Aberkan qui m'avait beaucoup plu. Idriss Aberkan, qui est un de mes penseurs préférés, je pense, en France, qui parlait en fait du potentiel destructif de l'armée. Où il montrait à quel point l'armée était capable de détruire des choses incroyables, mais qui parlait aussi de son potentiel constructif. Qui disait que l'armée avait une capacité à créer des infrastructures en un temps record, avec une utilité incroyable, qui trouvait les solutions en fait à ces problèmes le plus rapidement possible. On le voit pendant le débarquement où il y a quasiment un port artificiel qui a été créé en une semaine. Les légionnaires qui... Exactement. On voit le Patagone, qui est une des infrastructures les plus incroyables du monde. Les plus avancées technologiquement, en sécurité, complètement. En informatique. Je pense que les ingénieurs du génie sont habitués un peu à travailler dans le rush, dans le complètement. Et tout. Du coup, c'est ça un peu qui est paradoxal, c'est que autant on peut faire un peu de la merde, autant on peut faire une chose géniale, quoi. Et en fait, il y avait son idée à lui. Et après, je vais venir à mon idée à moi qui est un peu plus absurde. Vas-y. Et son idée à lui, c'est qu'il n'est pas impossible de reconvertir ce potentiel destructif. Je parle comme Madame Mia. En potentiel constructif. C'est-à-dire que c'est tout ce pouvoir de l'armée qui ne sert à rien si ce n'est à faire la guerre, à tel point que certains pays se retrouvent dépendants de la guerre parce qu'ils doivent bien faire quelque chose de leur armée. Hashtag les États-Unis qui font la guerre à des ennemis invisibles jusqu'à créer leurs propres ennemis pour pouvoir occuper leur armée. Tout ce potentiel destructif, on peut le transférer en terraformons Mars. C'est ce qu'on voit avec la bombe nucléaire. Ça motive. Exactement. Alors oui, ça motive. Alors justement pour motiver, moi j'avais une idée. Toujours, J'avais une idée complètement absurde. Justement, est-ce que le potentiel destructif est plus... Enfin, c'est prouvé que la destruction est plus intéressante que la création. Enfin, que on préférait voir la destruction que la création. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on arriverait à motiver... Que la destruction est plus facile. Oui, c'est ça. Puis même c'est beau. Moi j'avais vu un truc que c'est plus intéressant. Enfin, j'en ai plus attiré par la destruction. Genre quand on voit quelqu'un construire une tour en Capla, immédiatement on a envie de la tu détruire. penses à taper dedans. Mais même, c'est vrai. Et juste Hugo, les supernovas, les étoiles qui explosent, c'est super beau quand tu vois ça. Oui, mais non, mais c'est pas naturel, dans c'est ce un phénomène sens-là. physique incontrôlable. Ouais, mais c'est quand même la mort d'une étoile. En fait, Kant appelle ça le sublime. Le sublime, c'est quand tu constates la tempête à l'horizon alors que toi tu es à l'abri chez toi. Ouais, c'est sublime parce que c'est les forces de la nature qui se retrouvent confrontées à ta raison. Ouais. Quand il pleut dehors et qu'il fait froid, que toi t'es au chaud. C'est incroyable, c'est sublime. Quand tu regardes un orage. Ouais, c'est ça. Même si t'es en dessous, tu l'admires. Alors parce que tu sais que t'es à l'abri. Bref, je vous propose mon projet géopolitique. Vous allez voir, il est assez absurde, mais il faut Maxime président. Déjà. T'arrives à l'ONU, tu proposes un truc. Ouais. Tous les pays, la part du budget de leur armée qu'ils reconvertissent dans le budget de terraformation de Mars leur assure une part équivalente de territoire martien lorsqu'il sera enfin colonisé. C'est-à-dire que si les États-Unis mettent 1% du budget de leur armée dans le budget de la terraformation de Mars, ils auront 1% de la planète Mars. Sauf que 1% du budget américain pour l'armée, c'est plusieurs immense. Milliards. Si le Costa Rica, qui n'a pas de budget pour l'armée, c'est vrai, il n'en a pas, il a tout mis dans l'éducation et la santé. C'est déjà bien. C'est très bien. Mais du coup, je sais pas, ce qu'ils ont dans le budget de Mars, il aura 100, en fait, il aura pas 1% de la terraformation de Mars, il aura 1% d'un 194e de Mars, c'est-à-dire tu divises Mars en 194 zones de taille équivalente. Qui correspondent aux 194 pays. D'accord, ok. Et chaque pays récupère la part de ce 194e en fonction de la part qu'il a transférée de l'armée
à la terraformation de Mars. Vous me suivez ou pas? Mais attends, je veux dire que le Costa Rica de base a 100% de son 94e. Ah oui. Les États-Unis doivent mettre énormément d'argent pour avoir son 194e en entier. C'est un pays qui du coup promulgue la paix, qui promulgue un projet commun et qui promulgue une nouvelle terre fondée sur la paix et pas fondée sur la conquête. Ouais, mais ils seront jamais égaux. Ils seront jamais égaux. Mais dis-toi, ça veut dire qu'après t'auras des territoires qui formaient des frontières formées artificiellement. Oui. Va y avoir les voisins qui vont se taper sur la gueule. On va avoir les mêmes mais problèmes. ça sera comme sur Terre. Mais ça, on n'y peut rien. Ça, c'est la nature humaine. Mais il y aura la paix que quand il y aura un seul homme sur la Terre. Non, je pense pas. Je pense. Le dernier homme de Nietzsche. Bref. Mais effectivement, après ça peut partir en couille. Mais là, on a une civilisation qui se fonde sur un idéal de paix. Et c'est-à-dire que là, ça relève des intérêts économiques. Ça conjugue intérêt économique et paix. Et il n'y a pas énormément de choses qui conjuguent intérêt économique et paix. Donc, juste, t'entends quoi par terraformation en fait de Mars? C'est-à-dire la rendre vivable. C'est ça. Tu crées une atmosphère artificielle. Tu crées des bâtiments immenses et tout ça. Et je pense que pour moi c'est plus facile de terraformer Mars que d'aller sur Proxima du Centaure. Oui. Je sais pas. Surtout on peut le faire. Je pense que c'est construire une base sur Mars habitable avec des serres et tout. À 95% par le bouton. Recréer une atmosphère, c'est. Alors recréer une atmosphère, ça doit être faisable, mais on peut le faire. Galère. C'est possible à notre échelle. Hein. Et, tu vas pas recréer une atmosphère sur Mars. En soi, Mars, non, tu vas faire des grandes galeries. Exactement. Avec une atmosphère viable. Ça, tu fais une grosse bulle en verre. Et ça, tu vois, l'armée, elle a la capacité de le faire. Il y a les capacités. Il y a aucun problème. Quand tu vois la taille, on pourrait très bien aujourd'hui prendre une fusée, construire par exemple une station en orbite avec un transporteur suffisamment gros. Tu mets des tractopelles dedans et t'envoies le tout sur Mars. Et ça, pour moi, tu vois, tractopelle, ma gueule. Il suffit de quelques pays type Union Européenne, Australie, Canada, tout ça, pour lancer ce projet-là. Les autres pays, ils vont se dire, moi, j'ai intérêt à avoir ma part de Mars lorsqu'elle sera enfin colonisée, parce que c'est hyper intéressant économiquement, quoi. C'est vraiment intéressant économiquement. Mais c'est-à-dire que par exemple, de l'espace, c'est forcément intéressant. C'est-à-dire que tu peux envoyer ta population là-bas et tu peux créer des champs de mines sur Mars. Mais après c'est chiant parce que après ça sera motivé par des intérêts plus politiques, scientifiques ou découvertes et tout quoi. Comment ça? J'ai pas compris ta phrase. Ça veut dire que en gros c'est-à-dire que Mars il y aura des territoires qui appartiendront à des personnes alors que pour moi on le fera jamais. Mais pour moi de base l'espace et à personne et tout le monde à la fois quoi. Peut-être l'espace mais pas une planète. Une planète, c'est une terre comme une planète, c'est comme les États-Unis. Mais dans ce cas-là, on considère l'espace qu'avec le vide. Ouais, mais quoi? Dans ce cas-là, on considère l'espace que le vide. Et, pour moi, le vide n'appartient à personne. Mais avant de rêver, il faut quand même y aller sur Mars. Ne serait-ce que poser le pied. C'est pas si loin. Je te dis 4 ans de voyage, c'est possible. On sait qu'on peut le faire, le faire, c'est juste qu'il y a personne qui le fait parce que ça coûte une blinde. Mais là, on parle du budget de l'armée. Ah oui, je suis bien d'accord. Là, je suis bien d'accord là-dessus. On peut le faire avec le budget de l'armée. Mais ça, on va dire, c'est quand ils ont plus de problèmes. Non, ça règle les problèmes, au contraire. Non. Ça incite à faire après, est-ce qu'il n'y aurait pas d'opportunisme? Il y a forcément à dire, attends, lui, il a dépensé, il a mis tout le budget de son armée, il est faible, je vais l'attaquer. Oui, sauf que du coup, tous les autres pays qui ont pas dépensé tout le budget de leur armée, c'est-à-dire les États-Unis vont jamais dépenser. Si les États-Unis mettent 1% du budget de leur armée, ça équivaut au budget de 100% de l'armée de, je sais pas, de n'importe quel pays, n'importe quel pays qui n'est pas les États-Unis ou la Chine, quoi. Le Bhoutan. Le Bhoutan, complètement. Le Pakistan, je sais pas, bref. Liechtenstein. Pakistan, ils sont vénères. Ils ont la bombe nucléaire. Ouais, c'est vrai. C'est pas le meilleur exemple. C'est parti en couille. C'est mauvaise idée là. Alors que le Bhoutan, ça a été le dernier pays à recevoir la télévision, donc je pense qu'on peut le dire. Ils ont un indicateur de bonheur brut. Oui, c'est trop cool ça. C'est trop cool. Même si on revient, c'est grave de la merde. Ah bon? Mais apparemment, sur l'idée, c'est rigolo. Genre de c'est pas genre Mars en 194 parties, mais dis les parties, ça se trouve genre sur une partie, tu vas voir genre plus de trucs intéressants. Mais oui, ça sera jamais juste. Sur une autre, oui, mais dans ce cas, complètement aléatoire. Il y a rien de plus juste que l'aléatoire.
Mais qu'est-ce qu'il y a des gens pour crier sur un pile ou face qu'ils ont perdu. Mais ça, c'est un grand débat. Je pense pas de la place, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que même si t'es sur une terre où il y a rien, aucune ressource, c'est toujours intéressant parce que tu peux construire du coup des galeries immenses là-bas pour cultiver tout et n'importe quoi, pour y placer tout et n'importe quoi sans que ça fasse chier personne parce qu'il y a personne dessus de base. Et après, tu peux le rendre habitable, voire à un moment un lieu de loisir, quoi. Je suis moyen chaud pour ce projet. Bah, tu ne me déconvaincs pas. Non, enfin peut-être en soi de le budget de l'armée et tout pour l'exploration spatiale, pourquoi pas, mais vraiment si t'es des précises de Mars et tout, je suis moyen parce qu'il va plein de problèmes. Après ça va. Les problèmes, ça se règle. Un problème sans solution n'existe pas. Va au Moyen-Orient et. Oh mais tu veux qu'on parle du Moyen-Orient, mais moi j'ai plein de choses à dire sur le Moyen-Orient. On revient pas sur frère. Il y a un truc, c'est encore une fois c'est technologique, c'est quand on voit l'entraînement qu'il faut à un astronaute pour monter dans l'ISS. Ouais. Quand il fait son entraînement, il s'entraîne aux expériences qu'il va faire. Sauf que si t'envoies des gens, des civils pour aller sur Mars, tu vas pas leur dire de se préparer pour des expériences. C'est aussi ça. Le problème, c'est que c'est pas n'importe quel humain qui est capable de monter dans un Soyuz, de décoller et de prendre 4G dans la gueule pour aller en orbite, résister à l'absence de gravité, se gerber dessus un bon coup. Et faire des transferts, parce que t'es un apesanteur et c'est des transferts super complexes. Il faudrait mettre en place des protocoles longs de 15 bornes parce que les personnes, tu les envoies pas 2 par 2, ça coûterait une blinde, tu les envoies 100 par 100. Et là, mon gars, la tête du vaisseau. Mais tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que si on est capable d'envoyer les Marines au Vietnam, les mecs qui ont vécu l'enfer au Vietnam, ils peuvent supporter ce voyage. Après, ils n'auront pas les connaissances sur place, mais c'est le principe de l'ingénieur et des ouvriers. C'est que t'envoies un ingénieur pour 100 ouvriers. Après, les connaissances scientifiques, on veut dire que ça peut s'acquérir. Mais justement, dans les astronautes, t'as beaucoup, par exemple, il y a Thomas Pesquet. Bon, il était pas militaire, mais il était pilote d'avion. Puis même, t'as des moniteurs sur parachute, des gars qui sont un peu habitués. D'ailleurs, ils ont la hiérarchie de l'armée. Ouais, non, mais à hiérarchie, mais aussi à être confrontés à des situations un peu extrêmes, à être réactifs. Justement, parce que dans l'espace, ils sont seuls, ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont dehors après. C'est encore une fois, le civil, tu l'envoies, il reste sur son siège, il fait ce qu'on lui dit. Mais, voilà ça, mais c'est le principal truc. Et encore une fois, on a encore un problème économique et technologique, physique et physique. Parce que tu fais pas faire décoller un bus de 100 personnes avec le carburant et la force nécessaire pour les envoyer dans l'espace. C'est pas pareil que d'en envoyer 3 avec du matos. Oui. Mais alors Benjamin, est-ce que mon idée est pas un peu alléchante? Ton idée, elle fait super plaisir à entendre. Parce que en soi, elle ne coûte rien à être proposée. Tu proposes, ils acceptent, je signe. Ouais, bah moi je signe aussi. S'il faut faire des votes et tout, moi je vote oui. Après, je veux mon 194e de France. Encore une fois, après certainement avoir des problèmes qu'on aura peut venir qui vont nous péter la gueule. Le temps de créer, de réaliser le projet. Réaliser projet. Pas essayer, quoi. Conceptualiser projet. Ouais. Une fois que tu as conceptualisé le projet, tu commences à construire le projet, à réaliser le projet. Là, déjà, je pense qu'il te faut une bonne trentaine d'années. Ouais. Mais il faut former tous les ouvriers. D'ici ces 30 ans, la technologie suit. La technologie suivra. Voilà, ça évolue. Là, encore une fois, après, faut monter dans l'espace. Là, si on suit un principe, je sais pas, de construire une grosse station dans l'espace, tu mets tout le monde dedans et puis t'envoies le tout vers Mars. Encore une fois, il faut la construire. Il faut que t'envoies tout le monde vers Mars. Et là, encore une fois, sauf si on trouve une solution miracle pour aller plus vite, c'est plusieurs années de voyage. Oui. Et une fois que t'es sur place, faut encore construire la base. Mais ce que je dis, en fait, c'est que cette situation, elle apparaît absurde, mais en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que, selon moi, à défaut d'être une solution certaine, elle m'apparaît être une seule possibilité pour qu'on aille sur Mars, parce que sinon, ça va être géré par Elon Musk ou des États et tout, mais jamais on va aller habiter Mars de notre vivant ou même dans les 3 générations qui vont suivre si on n'a pas ce genre de projet d'amplitude mondiale pour moi. Avant d'aller sur Mars, par exemple, le fait de passer, je sais pas, un week-end en orbite basse terrestre, ça serait déjà un énorme progrès. Mais ça, c'est du loisir. Enfin, c'est pour la recherche scientifique, c'est hyper intéressant, c'est du divertissement. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. Mais c'est ça, mais je sais pas, Thomas Pesquet, dans dans toutes les conférences qu'il faisait, à chaque fois il disait, c'est au départ la conquête, t'as les gars cinglés qui découvrent, qui vont une première fois, après t'as les gars qui défrichent un peu, qui explorent, et puis après t'as les gars qui s'y installent. Et qui foutent la merde. Oui, bon, ça, qui s'y installent, foutent la merde. Mais est-ce que tu penses que la population est prête
à se dire que déjà tu renlèves tout ton budget, enfin une partie du budget de ton armée pour aller sur Mars. Déjà, je sais déjà qu'il y en a beaucoup qui vont gueuler. Voilà. Mais est-ce que tu penses que la population est prête pour dire on va aller habiter Mars sur la France 94 Alors, pour ce qui est du budget de l'armée, c'est peut-être un peu idéaliste de ma part, mais moi je pense que les populations, du moins celles qui ont connu une ou des guerres, sont toujours majoritairement pacifistes. Ouais. Et Ouais. Sauf le lobby des armes Je suis américain. d'accord. Ça je dis majoritairement. Oui. Je veux dire, la génération Ouais. qui sort de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle soit française ou allemande, elle est majoritairement pacifiste. C'est pour ça qu'on Ouais, fait enfin, l'Union européenne. après, t'as eu toute, juste après la guerre, il y a eu toute l'épuration. Au sortir de la guerre, les Allemands, Il y a des c'était tensions pas parce qu'on a peur que la guerre revienne. On a Mais peur, même- on a peur des Allemands parce qu'on a peur que la guerre revienne. Mais même après la guerre, il y avait genre tous les atrocités. On englobait quasiment tous les Allemands dans le même panier. Je parle au sortir de la guerre. Hein, Mais ça, vraiment. ça veut pas dire que c'est pas pacifiste. C'est pas parce que les gens Bah, étaient racistes ou xénophobes qu'ils étaient pas pacifistes. Pacifiste, ça suppose C'est de la juste que t'es peur. contre la guerre. Tu peux être raciste et être contre la guerre. J'en ai jamais vu, mais. Bah, J'aime pas les bougnoules, mais j'ai pas non mais envie les gens qui ont peur des Arabes, c'est parce qu'ils ont peur de la guerre islamiste. Bon. En soi, ils sont Non, pacifistes, ils veulent qu'on laisse la France tranquille. Ouais, mais bon. Après, il y a aussi les racistes qui veulent qu'on aille faire la guerre en Syrie. Mais Réinvestir les dom-toms. enfin bref. Play Dom-Tom Colonie. De quoi je voulais parler tout à l'heure du bonheur brut. Bonheur Oui, brut. Oui, de le l'indicateur de bonheur brut. Du bouton. On sort des C'est stats, quoi ok. Vas-y. Pardon, on m'en sort totalement, mais Plutôt plaisir. c'est incroyable ce truc. Donc oui, le Bhoutan, alors l'IDH mesure la santé, elle mesure l'espérance de vie, l'éducation, les années de scolarité en moyenne et Un alphabet peut-être. le PIB par habitant, c'est-à-dire donc la richesse. Ouais. Ça c'est assez triste parce que ça exclut du coup le temps de loisir. On peut supposer que le temps de loisir est quand même donné essentiel pour être heureux. La culture. Ouais. La culture qui est très liée au temps de loisir parce Il y a que l'éducation aussi, non? pour lire des bouquins tout ça faut du Il temps a de dit- loisir. Dans le développement humain, il y a la culture. Ouais, mais en fait, Pour c'est moi, que elle le paraît temps évident. d'études. Donc ça peut être n'importe quoi comme étude, je sais pas, enfin, Études pour rentrer sur le plombier. marché, tout ça. Ouais. Elle ne compte pas aussi le lien social. À quel point avec ton voisin tu t'entends bien, à quel point tu te sens bien dans ton environnement. Après, ouais, mais les liens sociaux, ça dépend en fonction des Parce que ça peut pays, se des cultures et théoriser, tout. Les liens sociaux peuvent se mesurer avec des degrés simples. Déjà le nombre de personnes en situation de solitude, Ah oui, le temps que passent les gens ensemble, alors qu'ils ne sont pas de la même famille ou de la même communauté, tu vois. Tu fais un sondage et après tu Bien sûr. donnes Et les gens mais qui ça- donnent et une ça, valeur c'est entre pour- 1 et mais 10. c'est pour mesurer tu fais quoi, un- là, C'est pour mesurer le bonheur. Ah, le bonheur. C'est ça, voilà. Mais C'est est-ce que tu peux vraiment mesurer le bonheur? en économie, oui. En économie, on mesure le bonheur. En philosophie, non, bien sûr. Mais Mais en économie, on mesure le bonheur avec un truc très très simple. Tu fais une enquête où tu demandes aux gens sur une échelle de 1 à Êtes-vous 10 heureux à quel point ils sont heureux. Et tu fais moyenne. Mais ouais, mais Alors, tu t'as. oui, effectivement, ce n'est pas C'est- ce n'est pas véridique, mais c'est suffisamment intéressant pour en avoir une idée. C'est-à-dire à quel point Ouais, les gens se une sentent idée. heureux. Même ça si est c'est pas important. véridique, mais faut si tu savoir- vois quelqu'un qui a une faut moyenne savoir de à quel- 3 et quelqu'un qui a une moyenne de 7, même si c'est pas l'échelle la plus précise du monde, tu vois quand même qu'il y a un Mais problème. non, mais il faut aussi voir si c'est fiable ou quoi, parce que Bah si oui, t'as- bah justement, mais je sais ça, pas, c'est si t'as- philosophe, si t'interroges il a dit une économique. centaine de personnes dans un endroit bien précis. Mais les études, c'est pas moi qui les fais, c'est l'INSEE. C'est Bah, l'Institut national des sondages économiques mais même, européens. même. À sur, noter que la Corée du Nord est le seul pays à 10. hein. Et le seul pays. Alors justement, venons-en, parce que bon, La Corée du Nord. Alors- De 1 à 10, comme t'es heureux, la Corée du Nord est à 10. Ah oui, d'accord. mais bref, effectivement, toutes les données qu'on a pour mesurer les taux de bonheur, ils sont pas parfaits, mais ils donnent forcément des idées. Quand tu vois que les pays développés sont en moyenne plus malheureux que les pays sous-développés, Ah, mais ça, c'est évident. c'est cohérent, tu vois. On le comprend pourquoi, et les statistiques le montrent. Et je sais, il y avait pas un philosophe qui avait dit genre je crois que c'était pas Aristote qui avait dit genre les sociétés aristocratiques se caractérisent par la cruauté et l'honneur, tandis que les sociétés démocratiques se caractérisent par c'était quoi, par l'indifférence et merde. Dommage d'avoir que la moitié d'une citation. Ça tombe Ouais, mon truc. ça pour le style, c'est un peu dommage. Non, mais hein. je sais pas, mais ça m'a rappelé ça parce que du coup, enfin. J'étais sûr que ça va se lancer comme ça, genre, oh pardon. Oui, mais après quand on se lance, parfois on dit des conneries, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire ça, mais et en gros, je sais pas, l'indifférence et le. Et le mépris. Non, bah non, c'était un Ça sonnait bien. truc
plus. L'égoïsme, l'individualisme. Non, mais de toute façon, La mercantilité. Laissons tomber. Laissons tomber et que je vous ai Non, mais ce délire d'indicateur de bonheur brut. Je ferai ça au montage, peut-être, mais Donc c'est le BNB, le bonheur national brut, qui entend répondre à ces faiblesses de l'IDH en mesurant en fait les traditions, le respect, le bien-être, tout en fait ce que j'ai dit qui n'est pas dans l'IDH. Et donc on voit que le Bhoutan est un pays très très heureux avec son bonheur, et en fait il est tellement heureux que si tu vas au Bhoutan et que tu discutes avec des gens, tu te rends compte que tout le monde est très heureux. Tout le monde est très très content de ce gouvernement, la royauté est très sympa avec nous, le roi est vraiment gentil, mais ça veut dire quoi? Mais hormis le fait qu'on puisse pas aller au Bhoutan en vérité parce qu'il y a pas de tourisme, je sais pas. De 1. Et ça veut dire quoi? C'est des journalistes qui ont des droits spéciaux, il y a des reportages que tu peux regarder sur YouTube. Mais une population où tout le monde dit c'est trop bien, le gouvernement est trop sympa, c'est quoi? la Corée du Nord. C'est une dictature. Le Bhoutan est une dictature. C'est vrai. Et il y a les artistes, tu vois, il y a des artistes qui critiquent l'État, qui font des tags incroyables, ils font des tags. Et ben ils sont complètement marginalisés en fait. Et le Bhoutan qui a son bonheur national brut est en fait une dictature avec une royauté qui est richissime et un peuple qui vit dans des conditions plutôt médiocres, pour ne pas dire presque misérables quoi. Mais c'est la dictature la mieux déguisée du monde. Exactement, la dictature avec un bonheur national brut. Moi je trouve ça plutôt positif et plutôt intéressant. C'est une dictature, pour moi, on pourra jamais mesurer le bonheur. Puis d'abord, faudrait caractériser ce que t'entends par bonheur. Après, ça dépendrait aussi genre de la philosophie des gars. Je te dis qu'on est en économie, pas en philosophie. Bah oui. Mais oui, mais si on est en philosophie, je serais d'accord avec toi pour dire que, comme le dit Kant, l'État qui impose à sa civilisation, à sa population un certain type de bonheur, bah c'est un État totalitaire. Voilà. Kant a raison. Avec cette super critique. On était censé être sur l'espace au départ. Description du bonheur, tout ça, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Ouais. On s'est trop éloigné. Je leur dis parce que vous l'avez pas bien entendu, le bonheur est un idéal non de la raison mais de l'imagination, n'est-ce pas Benjamin? On n'a pas retenu. Sûrement, ouais. Bon bref, on va terminer sur Kant du coup. Sur Kant, alors qu'on était parti sur l'espace. Mais c'est très lié. Est-ce qu'on continuerait pas le thème de la philosophie des sciences? J'ai une question. Est-ce qu'on ne continuerait pas l'espace dans 2 semaines puisque la semaine prochaine c'est férié et après on parlerait de Mass Effect, etc. On peut commencer par Mass Effect. Conclure. Je sais pas parce que la semaine prochaine faire l'espace c'est grand comme un c'est vrai que on a beaucoup de débats cool. Non, l'espace c'est bien. Manipulation. Non, je sais pas, mais après, regarde, je sais pas, mais après, là, on est parti sur l'espace, on est parti sur un truc, bon, qui est lié, parce qu'on n'a pas d'avis n'importe comment, mais, dit comme ça, c'est un peu. Avec plein d'idées, de débats. Ouais. On va te la montrer, la photo, c'est très. D'accord, on choisira ça. Bref, en tout cas, on verra bien ce qu'on fera la semaine prochaine. Juste la semaine prochaine, c'est férié par contre, les gars. La semaine prochaine, c'est férié, donc dans 2 semaines. Vraiment surpris. On verra bien ce qu'on fait dans 2 semaines, en tout cas, pour ce soir, je vous dis bisous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Mangez un truc. Pour une prochaine émission, salut. Sortez bien. Sortez couverts.